On s'est souvent posé la question, quand une IA nous donne une réponse, comment est-ce qu'elle sait vraiment cette information? Eh bien, ce n'est pas de la magie. Aujourd'hui, on va plonger au cœur même d'un réseau de neurones pour découvrir où et surtout comment un fait y est stocké. Alors, voilà la question centrale. Elle a l'air simple, mais sa réponse nous emmène directement dans les rouages de l'IA. Quand un modèle comme GPT-3 nous dit que Michael Jordan joue au basket, cette information, elle doit bien être quelque part, parmi ces 175 milliards de paramètres. Mais où exactement? Pour trouver la réponse, il faut d'abord localiser ce qu'on pourrait appeler la bibliothèque de l'IA. Et heureusement pour nous, des recherches récentes nous indiquent très précisément où regarder. Elles pointent vers un composant bien spécifique de l'architecture des transformers. Et voilà la première grosse pièce du puzzle. D'après des chercheurs de chez Google DeepMind, les faits ne sont pas juste éparpillés au hasard. Non, ils sont principalement logés dans des modules qu'on appelle les perceptrons multicouches ou MLP. Il faut vraiment se les imaginer comme les centres de connaissances du modèle. D'accord. Donc les faits sont dans les MLP. Mais c'est quoi leur rôle exactement? Pour bien piger, le mieux c'est de les comparer à l'autre grand composant d'un transformer, les blocs d'attention. En fait, il y a une vraie division du travail. D'un côté, on a les blocs d'attention. Eux, ce sont les experts du contexte. Ils analysent les mots qui entourent un mot pour bien comprendre le sens d'une phrase. Et de l'autre, on a les MLP. Eux, c'est la mémoire encyclopédique du modèle. C'est là que se trouve la capacité de stockage brut, où les faits sont, en quelque sorte, gravés. Bon, alors concrètement, comment ça se passe? Reprenons notre exemple de Michael Jordan et suivons le chemin, étape par étape, pour voir comment le fait qu'il joue au basket est encodé. On va simplifier un peu le processus, juste pour que ce soit plus facile à visualiser. Tout commence par une opération mathématique. Imaginez que l'idée Michael Jordan est représentée par une série de chiffres, ce qu'on appelle un vecteur. Ce vecteur entre dans le MLP et il est multiplié par une grille de chiffres gigantesque, une matrice. Chaque ligne de cette matrice, c'est comme si elle posait une question très spécifique, du genre « Est-ce que l'idée de Michael et l'idée de Jordan sont bien présentes dans ce vecteur ?» Et la réponse à chacune de ces questions, eh bien, c'est une valeur qu'on appelle un neurone. Si la réponse est très positive, on dit que le neurone s'active. Ça veut dire qu'il a détecté la caractéristique qu'il cherchait, comme la présence simultanée de Michael et de Jordan. Mais pour que cette détection soit vraiment claire, une fonction appelée ReLU entre en jeu. Son rôle est très simple. Si la réponse à la question est négative ou juste un peu positive, elle la met à 0. C'est un peu comme un interrupteur. Le neurone ne s'active que si la présence de Michael Jordan est confirmée sans le moindre doute. Une réponse un peu floue devient un oui franc et massif. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Une fois que notre neurone Michael Jordan est activé, il déclenche l'étape finale. Le système ajoute alors un tout nouveau vecteur au résultat. Et ce vecteur, devinez quoi? C'est celui qui représente l'idée de basketball. Voilà, le lien est fait, le fait est râpé. Ce mécanisme en 3 étapes peut paraître assez simple, mais maintenant il faut l'imaginer à l'échelle d'un monstre comme GPT-3. Et là, croyez-moi, les chiffres deviennent absolument vertigineux. Prenez juste une seconde pour digérer ce chiffre. Un seul de ces blocs MLP contient 1,2 milliard de paramètres. Pour donner un ordre d'idée, c'est plus que le nombre total de paramètres de beaucoup de modèles d'IA complets d'il y a quelques années à peine. Et on parle d'un seul bloc. Et ce n'est même pas tout. GPT-3 n'a pas un seul de ces blocs, il en a 96. Le calcul est vite fait. Ça représente 116 milliards de paramètres qui sont uniquement dédiés au stockage et au rappel de faits. C'est juste énorme. Pour vraiment comprendre leur importance, regardons la répartition. Les MLP, ce n'est pas juste une petite partie du réseau. Non, ils sont le réseau. Ils constituent les 2/3 de la totalité des paramètres de GPT-3. C'est bien la preuve de leur rôle absolument central dans la capacité du modèle à connaître le monde. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Le modèle qu'on vient de décrire, un neurone pour un fait, c'est une super simplification. La réalité, elle, est encore plus fascinante et surtout beaucoup plus efficace. Et c'est là qu'intervient le vrai secret, le concept de superposition. On pourrait logiquement penser qu'il y a un neurone pour Michael Jordan, un neurone pour la Tour Eiffel, un autre pour le chocolat, etc. Mais en fait, les preuves montrent que non. Le stockage est bien plus dense et bien plus malin que ça. Voici l'idée clé. Imaginez une grande pièce vide. Si on veut ranger des objets sans qu'ils se touchent, on les place à angle droit les uns des autres. Dans un espace à, disons, 100 dimensions, on pourrait stocker 100 idées parfaitement distinctes. Mais que se passe-t-il si on accepte qu'elles se chevauchent juste un tout petit peu, qu'elles ne soient pas parfaitement à angle droit? C'est là que la magie opère. Ce n'est pas de la magie en fait, c'est un principe mathématique super puissant. En acceptant une minuscule interférence entre les idées, le gain de place n'est pas juste un peu plus grand, il devient exponentiel.
C'est ça, le secret qui permet à ces modèles de stocker une quantité quasi infinie d'informations dans un espace qui, lui, est limité. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour GPT-3 ? Son espace de travail a environ 12 000 dimensions. Grâce à la superposition, il ne stocke pas 12 000 concepts, mais potentiellement jusqu'à 10 puissance 17. C'est un 1 avec 17 zéros derrière. L'échelle est tout simplement inimaginable. Donc, pour revenir à notre exemple, l'idée de Michael Jordan n'est pas un seul neurone qui s'allume comme une ampoule. Non, c'est une symphonie. C'est une combinaison unique de milliers de neurones qui s'activent tous en même temps, formant un motif qui représente ce concept précis, et aucun autre. Et tout ça nous amène à une question bien plus profonde. Si la connaissance, ce n'est pas une série de faits bien rangés dans des petites boîtes, mais un réseau hyper complexe de motifs qui s'entremêlent, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour une machine de savoir quelque chose ? Ce n'est plus une bibliothèque bien ordonnée, c'est un écosystème vivant. De quoi réfléchir, n'est-ce pas ? Merci d'avoir suivi cette analyse.